Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au sommaire de cette édition, 1,4 milliard d'individus n'ont pas accès aujourd'hui à l'électricité. Et c'est pour répondre à ce manque qu'une toute jeune start-up a décidé de proposer un boîtier qui fonctionne au zinc, apte à fournir de l'énergie partout et à la demande. À l'initiative, 2 jeunes diplômés du Ternion de Haïfa. Reportage dans un instant. Et puis la Chine, décidément de plus en plus proche des us et coutumes de l'Occident. Après l'envol spectaculaire ces dernières années des ventes de voitures de luxe, ce sont les constructeurs de yachts qui s'invitent peu à peu dans le pays. Leur objectif, séduire le petit pourcent de Chinois qui possèdent un tiers de la richesse nationale. Les explications en seconde partie d'édition, après d'ailleurs un point rapide sur le bilan économique d'Israël pour le mois de juillet. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Et on commence comme chaque jour par un tour d'horizon de l'actu économique à l'international. Et d'abord les chiffres de la production industrielle de la Chine, plus 9%, vous le voyez en juillet en évolution annuelle. C'est un léger ralentissement par rapport à juin, plus 9,2%. Et il s'agit d'ailleurs du plus faible rythme de croissance depuis 13 ans. Les ventes au détail progressent aussi de 12,2% le mois dernier sur un an. Mais là encore, c'est moins que les 12,4% de juin. Des chiffres qui, combinés à la relative faiblesse de l'inflation, pourraient pousser les autorités à intensifier leurs mesures de relance pour stimuler l'activité. Pékin espère toujours une croissance de 7,5% cette année. Rappelons également qu'en juillet, l'excédent commercial chinois a atteint un sommet historique à 47,3 milliards de dollars. Et au Japon, il fallait s'y attendre. Le PIB nippon a subi au deuxième trimestre la plus forte contraction depuis 2011. Et on s'en souvient, la triple catastrophe, séisme, tsunami, accident nucléaire. Alors moins 1,7% en comparaison avec la période de janvier à mars, moins 6,8% en données annuelles. C'est bien évidemment la conséquence de la hausse de la TVA entrée en vigueur justement au 1er avril, au tout début donc du deuxième trimestre. De quoi pénaliser la consommation, d'autant qu'au cours du premier trimestre, les Japonais avaient multiplié les achats en prévision justement de ce relèvement de la TVA. Le ministre japonais de l'économie n'a pas l'air inquiet. Je pense qu'il est important de regarder l'évolution économique dans son ensemble. Il ne faut pas se laisser emporter par ces fluctuations. Il y a un pic suite à une demande de dernière minute, puis un ralentissement en réaction à l'augmentation de la TVA. Le marché du travail est en amélioration constante. En tenant compte de ces rapports économiques mensuels, l'économie du Japon continue de se redresser modérément. Voilà, et d'ailleurs un redressement qui passe sans doute aussi par Sony. Sony, cet empire de l'industrie japonaise qu'on dit souvent en difficulté. Les ventes de sa console de jeu PlayStation 4e génération ont déjà dépassé la barre des 10 millions d'exemplaires en seulement 9 mois. Une performance inédite et la concurrence Xbox One de Microsoft ou encore la Wii U de Nintendo reste toujours loin derrière. Aux États-Unis, après BNP Paribas, la Société Générale peut trembler. Un tribunal de New York estime que la banque britannique Northern Rock dispose d'éléments suffisants pour attaquer en justice la banque française pour fraude. Northern Rock accuse la Société Générale de l'avoir trompée sur la qualité de certains prêts immobiliers à risque qu'elle lui a vendus, les subprimes. 34 millions de dollars sont réclamés. L'établissement français peut toutefois éviter un procès s'il parvient à un accord à l'amiable. En bref, en France, le spectre de la déflation est toujours bien présent. Les prix à la consommation ont reculé de 0,3% en juillet sur un mois, plus 0,5% sur un an. On ne parle pas encore d'une réelle déflation comme au Portugal actuellement, mais la tendance est là et cela confirme les craintes de l'exécutif. Les récentes initiatives de la BCE pour accélérer cette inflation en Europe semblent encore inefficaces. Et d'ailleurs un sentiment confirmé par l'Allemagne, 0,8% seulement pour le taux d'inflation en juillet. C'est le plus bas niveau depuis février 2010. Le recul de 1,5% des prix de l'énergie explique en grande partie ce ralentissement, malgré la toute petite hausse des tarifs de l'alimentation, plus 0,1%. Allez, on se penche sur les chiffres de l'économie israélienne pour le mois de juillet, un mois marqué bien sûr par le conflit avec le Hamas. À la clé, forcément, un creusement du déficit public, mais pas seulement. Tourisme et exportation ont également été affectés. Alors en ligne avec nous, Thibaut de la Baronnière, bonjour. Bonjour David. Vous êtes notamment analyste économique. Alors un mois de conflit qui globalement aura donc pesé sur l'économie israélienne, même s'il n'y a rien de vraiment inquiétant encore. Exactement David. Deux éléments impactés, le tourisme et les comptes publics.
Le premier, le tourisme, représente 6% du PIB israélien. L'association des hôteliers estime les pertes totales à 500 millions de dollars. En effet, on a enregistré jusqu'à 50% d'annulations sur certaines semaines. Le deuxième, ce sont les comptes de l'État. Le coût de la guerre sur juillet a fait exploser le déficit budgétaire, mais heureusement, ceci ne devrait être que très ponctuel. Le déficit budgétaire est lui-même en très forte réduction par rapport à 2013, ce qui rend ce surcoût très largement absorbable. En revanche, les marchés financiers sur la période ont très bien résisté, car les investisseurs restent confiants dans la solidité des fondamentaux de l'économie israélienne, et le risque guerre est naturellement inclus dans les calculs des opérateurs financiers. Enfin, le commerce extérieur a été beaucoup plus impacté par la force du shekel que par le conflit. Un shekel fort qui a d'ailleurs continué de s'apprécier en juillet pendant la guerre. Ouais, donc le shekel, la vigueur du shekel qui pèse aussi sur les exportations israéliennes. Merci beaucoup Thibaut de la Bornière pour tous ces éléments. Fournir une énergie propre dans toutes les parties de la planète et à des tarifs abordables. Zolaire est une start-up qui ambitionne de proposer des systèmes d'alimentation électrique en dehors des traditionnels réseaux et y compris dans les zones les plus reculées. Cette idée est celle d'un juif canadien et d'un palestinien originaire de la partie est de Jérusalem. Reportage de Nathalie Erlir avec Anthony Lesme. C'est sur ce campus à Tel Aviv qu'une amitié a germé. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je suis allé un soir à Ramallah pour faire la fête et passer du bon temps. J'avais quelques amis là-bas et j'ai posté sur Facebook que j'étais à un bar et Sari a répondu « Quoi ? T'es là ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est incroyable !» Vous savez, imaginez que vous êtes dans une classe à Tel Aviv avec des étudiants internationaux et vous ne pensez pas forcément que l'on se retrouve à Ramallah. C'est ça aussi qui m'a attiré, ma curiosité. C'est donc la curiosité qui a conduit Mark Rabin du Canada et Sari Taha de Jérusalem-Est à commencer une aventure, plus précisément une start-up. Après avoir terminé une année de MBA à l'université Technion de Haïfa, il lance Zolaire Energy, une société de micro-utilitaires qui fournira de l'énergie propre et hors réseau au monde en voie de développement. Le projet est ambitieux, le potentiel énorme puisque 1,4 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Un de nos clients peut aussi bien être un pêcheur indonésien ou, plus proche de ma région, un réfugié syrien d'un camp jordanien. Avec ces personnes, c'est plus difficile parce qu'ils ont eu de l'électricité avant. Les besoins en électricité sont des besoins essentiels. La pile à combustible Zolaire fonctionne au zinc. Contrairement au système de batteries solaires qui dépendent de la météo et ont une durée de vie de batterie limitée, Zolaire peut fournir 24 heures d'électricité, 7 jours sur 7. Grâce à un contact, Mark a été en mesure de se connecter avec l'entrepreneur social Rolf Papsdorf. Originaire d'Allemagne et maintenant résident au Canada. C'est lui qui a inventé la technologie de la batterie zinc. Contrairement à d'autres systèmes du micro-réseau actuellement disponibles dans le monde en développement, l'invention de Papsdorf permet aux gens de choisir le moment de consommer de l'énergie. C'est une sorte d'énergie à la demande. Le monde en voie de développement est basé sur le business model du paiement progressif. Les téléphones portables, les télécoms, le système bancaire. En discutant, nous nous sommes rendus compte qu'on était tous les deux sur cette voie. Cela a permis de soulager la précarité énergétique et de créer un mini-réseau intelligent à partir de zéro. Autre bonus, le zinc est non toxique et abondant sur Terre. Notre propre corps contient 2 à 4 grammes de cet élément. Si le développement de l'entreprise a eu lieu à Tel Aviv, son exécution se fera à l'échelle mondiale. La prochaine étape est l'Afrique. Le projet initial de 80 000 unités se concentrera sur la Namibie et l'Afrique du Sud. De là, ils envisagent d'étendre la technologie ailleurs sur le continent et après dans le monde. Dernière originalité, cette technologie peut être activée à distance, par Internet ou même par une application sur votre smartphone. Cela signifie par exemple qu'un Syrien à haut revenu qui vit à l'étranger peut facilement parrainer une maison ou 2 maisons. En tant que Palestinien, je peux aussi le faire. Toute personne qui veut faire une bonne action peut facilement parrainer l'électricité de quelques maisons pendant 1 ou 2 mois.
Voilà, avec en plus donc la composante solidarité. Alors comment situer cette initiative sur le marché global des énergies propres, des énergies renouvelables, un marché en plein développement? Et nous interrogeons justement un professionnel du secteur, le docteur Eliakim Cassel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes notamment business manager chez Solaris Synergie. D'abord pour vous, est-ce que énergie propre doit signifier aussi énergie à faible coût, y compris au niveau de l'investissement? Je crois que ça serait souhaitable, mais ça ne correspond pas à la réalité. L'ensemble des besoins énergétiques mondiaux sont énormes et on ne peut pas les couvrir sans une grande investissement d'infrastructures. Et au niveau de l'évolution de ce type de solution verte, c'est un marché qui progresse d'après votre expérience sur le terrain? Ça dépend ce qu'on appelle vert. Comme vous savez peut-être, le gaz naturel est considéré comme vert par rapport au charbon ou au pétrole. Et vous savez qu'en Israël et dans d'autres pays, donc il y a beaucoup d'investissements dans le gaz naturel qui est considéré comme plus vert. Mais c'est peut-être moins vert que le soleil. Donc de toute façon, on progresse dans cette direction. Et le label vert est distribué à différents niveaux, si vous voulez. Et le marché progresse globalement? Les chiffres? La production? Comme je vous ai dit, donc, en Israël et aux États-Unis, par exemple, donc, les grands investissements maintenant sont dans le gaz naturel, qui met un peu le soleil dans l'ombre, si vous voulez. Alors, la multitude de solutions en solaire, zinc, on l'a vu dans le reportage, l'éolien, est-ce que, d'après vous, c'est une bonne chose ou bien ça rend ce marché finalement assez confus, notamment au niveau de la concurrence, un marché un peu éparpillé peut-être? Non, c'est pas une concurrence. L'objectif, c'est d'être capable de pourvoir en besoin d'énergie. Et les marchés sont divers. On a entendu parler de l'Afrique. C'est sûr que c'est d'autres besoins que d'autres régions de par le monde. Donc la multiplicité de types de solutions est tout à fait souhaitable. Ouais. Et concernant le leadership d'Israël dans ce secteur, à l'export, ça se manifeste d'abord par des transferts de connaissances aujourd'hui, de savoir-faire, plus que par du matériel à proprement parler? Non, Israël est tout à fait leader aussi dans le matériel. La compagnie mythologique Luz, dans les années 80, son successeur Brightsource qui a créé donc une usine de 400 MW en Californie. Donc les sociétés israéliennes sont tout à fait capables aussi d'exporter du matériel à l'étranger. Et la demande, elle provient d'où principalement? Des États-Unis? Aux États-Unis, effectivement, il y a une grande volonté de couvrir les besoins en électricité, mais j'imagine qu'à moyen terme, l'Asie est un marché aussi qui va devenir très important. L'Inde, par exemple, qui est un pays émergent, n'a pas de source propre d'énergie, n'a pas de charbon, n'a pas de gaz, n'a pas de pétrole. Voilà. Merci beaucoup Eliakim Cassel pour tous ces éclairages. Allez, direction la Chine. On évoque souvent la réussite insolente ces derniers mois des constructeurs de voitures de luxe. On va s'intéresser aujourd'hui à un autre marché en plein essor, celui des bateaux particuliers haut de gamme. Le symbole là aussi de la forte progression assez inégalitaire du niveau de vie. 1% de la population détient un tiers de la richesse chinoise. Et ce sont eux que les constructeurs de yachts entendent conquérir. Reportage à Dalian. Ils ont sorti le grand jeu pour appâter les millionnaires chinois. Des constructeurs internationaux de yachts espèrent vendre leurs bateaux aux riches fortunes du pays. À 27 ans, Li Wang possède 6 véhicules, dont des voitures de luxe. Il songe désormais à agrandir sa collection dans un autre domaine. Je ne connais vraiment pas grand-chose au yacht pour l'instant. Je n'ai pas beaucoup de connaissances. Je dois d'abord penser à acquérir une licence. Ensuite, je pourrais envisager d'acheter un yacht. La Chine est un Eldorado pour cette industrie réservée aux porte-monnaies bien garnis. Un bateau peut coûter jusqu'à 100 000 $, taxes non comprises. Pour l'instant, le pays ne compterait que 3 000 bateaux de plaisance. Les représentants de cette marque italienne se sont intéressés à ce marché potentiellement juteux dès 2003. Le marché est parti de zéro. Il n'y avait pas de régulation, pas de culture du yacht, pas de port. Ces 4-5 dernières années, le marché a commencé à s'améliorer. Les clients sont devenus de plus en plus sophistiqués et ils savent ce qu'ils veulent acheter. Par rapport aux clients d'autres pays, les acheteurs chinois sont très différents. En tête de leurs préférences, salle de karaoké, table de mahjong et grand spa. Et tant pis s'il n'y a pas de cabine.
Ironie du sort, beaucoup manquent également de temps pour profiter de leur acquisition. En Europe, vous utilisez votre bateau pour une croisière de 2 à 3 semaines. En Chine, vous l'utilisez pour une croisière d'une journée. Selon une étude récente, 1% des Chinois détiennent à eux seuls plus d'un tiers des richesses du pays. Un petit noyau de privilégiés ciblé par les entreprises de yachts. L'an dernier, la demande a légèrement baissé face à la politique d'austérité et d'anticorruption du gouvernement chinois. Mais les professionnels restent confiants. Cette année, il y a eu une reprise. C'est prouvé avec la confiance avec laquelle le client achète le produit. Il y a aussi des constructeurs locaux ici et le marché se développe. Le fait qu'il y a des constructeurs locaux signifie qu'il y a un marché. Des compagnies chinoises ont déjà racheté 2 grands constructeurs européens. Qu'ils soient locaux ou internationaux, tous espèrent que le marché des yachts connaîtra le même essor que le secteur automobile en Chine. Voilà, en tout cas une progression déjà assez spectaculaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec un dossier notamment sur l'impact du risque géopolitique sur les marchés financiers. Restez avec nous, l'information continue.